Donc, on va commencer l'après-midi avec la conférence de Daniel sur comment réduire à néant la visibilité de votre WordPress. C'est à toi. Oui, allô Daniel? Oui, on est une agence WordPress, on a créé un site pour un client, on l'a mis en ligne il y a quelques semaines et on a un petit souci parce que on n'arrive pas à l'indexer, le crawler, pas de visibilité, on ne sait pas pourquoi. Alors, pas de souci, moi je vais venir vous aider, il n'y a pas de problème, hein, c'est mon métier. Alors vous pourrez peut-être commencer par décocher la case « Demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site ». Et donc de l'autre côté du téléphone, il va se passer ça. Et ce cas de figure que je viens de vous dire, cet exemple, c'est du vécu. Ça nous arrive 1 à 2 fois par an qu'on ait un prestataire qui vienne nous appeler en nous disant qu'il a un problème d'indexation et de référencement. Il a juste fait une erreur très basique, il a coché cette petite case. Alors là, on est sur un exemple qui est rigolo, mais par expérience, je travaille sur le référencement naturel de WordPress depuis 2008. Et WordPress et le référencement naturel, ça peut être un très bon outil si on sait l'utiliser. Il y a des gens qui ont un WordPress et qui finalement n'arrivent pas à correctement le mettre en place, qui font des erreurs extrêmement impactantes. Et vous allez voir que je vais vous donner plein d'exemples. C'est que des cas vécus sur comment on peut réduire à néant la visibilité de son site WordPress. Et la raison pour laquelle c'est important de maîtriser ce CMS, et que je vous invite extrêmement fortement à tester, à avoir un site de test et à bidouiller pour vraiment comprendre comment ça marche, c'est que ça peut être un outil extrêmement puissant. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des grandes marques qui l'utilisent. Là, j'en cite que quelques-unes. Le groupe Meta, donc Facebook, qui a plusieurs sites sur WordPress, Capgemini, Dassault Aviation, la Maison Blanche, le site d'Usain Bolt, voilà. Plein de marques ou de personnes très connues qui font confiance à ce CMS-là, à la seule condition de savoir maîtriser cet outil. Et donc, je vais vous montrer comment on peut faire n'importe quoi avec un site WordPress, et surtout, je vais vous expliquer ce que vous devez mettre en place de manière systématique. Commençons par la première erreur. Celle-ci, elle ne fait jamais plaisir, c'est le piratage. Aujourd'hui, votre site est en ligne, WordPress, comme n'importe quel CMS, n'est jamais sécurisé à 100%. Potentiellement, dans cette salle, certains d'entre vous, vous allez vous faire pirater. Et vous pouvez obtenir ce genre de choses dans la Search Console, par exemple. Ici, un prospect qui est venu nous voir en nous disant je me suis fait pirater, mon prestataire a remis en ligne le site. Et le problème, c'est que Google il a trouvé 3 900 404 différentes sur le site concerné. Donc, autant vous dire qu'en termes de référencement naturel, on n'existe plus. Donc, comment est-ce qu'on évite cette première erreur? D'abord, je vais vous expliquer ce que vous devez faire quand vous faites pirater. Et j'insiste dessus parce qu'en général, les gens ils font la deuxième étape et ils oublient les 3 autres. Si un jour votre site WordPress est piraté, trouvez d'où vient la faille. Faites appel à un expert qui va vous dire le piratage vient de telle extension, vient de tel utilisateur, vient du serveur, peu importe. Et seulement quand vous aurez trouvé la faille, vous allez remettre une sauvegarde en ligne. Et donc vous allez pouvoir nettoyer et sécuriser. La troisième étape, elle est indispensable, c'est que vous allez regarder ce qu'a fait le pirate, comme mon exemple avec 3 900 000 erreurs 404. Et vous devez indiquer à Google que ces erreurs n'existent plus. Vous allez envoyer ce qu'on appelle un en-tête 410 pour dire cette URL n'existe pas et n'existera plus jamais. Et comme ça, le moteur de recherche va pouvoir remettre en ligne votre site correctement en termes de positionnement, ce qu'on a réussi à faire avec le client concerné. Pour ça, moi, je vous conseille l'extension qui s'appelle Redirection, qui est gratuite, qui marche très bien, et vous allez pouvoir mettre vos en-tête 410 sur toutes les URL qui vous gênent. Et dernière chose, et ça j'insiste dessus, parce que là encore, c'est des cas de figure vécus. Étape suivante, c'est de vérifier votre Search Console que vous n'avez pas de pénalité manuelle. Si je dis ça, nous, c'est qu'on a eu un client qui était dans la presse, qui s'est rendu compte 5 ans après son piratage qu'ils avaient toujours une pénalité manuelle sur une section entière de leur site. Et juste, ils n'avaient pas fait gaffe. Donc ça faisait 5 ans qu'en SEO, toute une section de leur site n'existait pas aux yeux des moteurs de recherche. Et dernière chose, les antivirus. Ça, c'est peut-être le pire. C'est que si Google vous pénalise, potentiellement, il y a un antivirus qui va aussi vous mettre sur liste noire. Et ça veut dire que 100% des utilisateurs de cet antivirus ne pourront plus accéder à votre site. Donc c'est à vous de contacter l'antivirus et de dire « Coucou, en fait, mon site existe ». Bon, ça, c'est le cas de figure pas cool, ce que je ne vous souhaite pas. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer la sécurité? On va commencer, et ça, c'est le point le plus important de toute la conférence. Ayez un système de sauvegarde, un backup externe pour justement pouvoir remettre en ligne votre site. Et on ne compte jamais sur la sauvegarde de l'hébergeur, puisque soit elle n'existe pas, soit elle a pu être corrompue, soit elle a pu brûler, pour ceux qui étaient chez OVH il y a quelques années. Donc
Ça, super important. Vous pouvez utiliser Updraft Plus, qui est une extension gratuite, qui vous permet de faire des backups vers Dropbox, Amazon Cloud, ce que vous voulez. Ça marche très bien et c'est efficace. Deuxième étape, je ne rentre pas dans les détails, c'est qu'on forme les utilisateurs à la sécurité informatique. On ne partage pas son login et son mot de passe, on a un mot de passe fort, on a un identifiant qu'on ne peut pas deviner, etc., etc. On choisit un bon hébergeur. Ça paraît aller de soi, mais nous, on vous conseillera à l'agence notamment Infomaniac ou WooDeSwitch, qui sont deux très bons hébergements. Et on fait des mises à jour régulières de son WordPress. Alors, petit bémol sur cette mise à jour, parce que vous verrez sur l'erreur d'après que les mises à jour, il faut faire très attention avec WordPress. Et enfin, je vous conseille 3 extensions. Nous, c'est systématiquement celle-ci qu'on installe pour n'importe quel site WordPress. Vous aurez SecuPress, qui est une grosse extension de sécurité qui va mettre en place plein de protections, plein de systèmes mis en place, qui est bien meilleur que WordFence, pour certains peut-être qui connaissent, ou Item Security. PatchStack, qui est très peu connu en France et qui pourtant est une mine d'or. PatchStack, c'est une extension gratuite, vous l'installez, et dès qu'une de vos extensions a une faille de sécurité connue, ça vous envoie un mail pour vous dire coucou, mets à jour. Et croyez-moi que certaines failles de sécurité peuvent être assez violentes, et donc PatchStack va vous avertir. Et la dernière extension, SX Username Security, ça c'est une extension qui va empêcher d'afficher le login de vos utilisateurs, puisqu'en fait WordPress, dans le code source, va afficher ce login à plusieurs endroits du site. Et donc avec cette extension, on va éviter que ce soit le cas. Donc ça, c'est ma première erreur. Ma deuxième erreur, c'est le client qui a la gâchette trop facile. Typiquement, un cas de figure qui est arrivé il y a 2 semaines. On a reçu ce mail. Alors, je vous fais un très rapide résumé. En gros, c'était « J'ai vu que des textes n'étaient pas traduits, j'ai cliqué sur « Mettre à jour » et je me suis emporté, j'ai fait d'autres mises à jour, et notamment la passerelle de paiement. Et bizarrement, forcément, il a mis à jour directement sur un site en production et la passerelle de paiement ne marchait plus. Ça, c'est un exemple qui n'impacte pas directement le SEO, mais ça veut dire que 100% du trafic SEO ne peut plus être converti. Donc, ça veut dire que je paye du SEO pour rien. Et il y a d'autres cas de figure où on met à jour, et finalement, derrière, j'ai planté des contenus, j'ai déclenché des erreurs fatales, enfin, tout ce genre de choses. Pour éviter ce genre d'erreur qui arrive, croyez-moi, vraiment hyper souvent, il y a encore 2 règles toutes bêtes, si j'y arrive. La sauvegarde, c'est encore toujours le même conseil. C'est-à-dire que si le client fait une mise à jour par erreur ou il la met pas correctement en place, on peut revenir en arrière. Et la deuxième chose, c'est qu'il est impératif d'avoir ce qu'on appelle un serveur de développement sur lequel vous allez faire vos tests. C'est-à-dire que ce client-là aurait dû tester sur un serveur à part pour vérifier que la mise à jour fonctionne correctement avant de le faire directement sur son site. Et remarque très importante, vous protégez toujours votre site par une protection HT-Password sur le serveur de développement. Ça empêchera le moteur de recherche d'y accéder. Si je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, sur Google, par exemple, vous avez la pré-prod d'Instagram qui est accessible. Parce que chez Instagram, leurs développeurs se sont craqués et tout le serveur de développement de Instagram a été rendu public. Donc ça, c'est par une protection HT-Access, HT-Password. Pour savoir comment mettre ça en place, faites une recherche sur Google. Il y a plein de tutos. C'est assez simple. Mais ça, c'est vraiment hyper important. Ensuite, je continue. La troisième erreur qui arrive très souvent pour détruire le référencement de son site, c'est les langues. Dans le sens où il y a plein de clients qui vont avoir besoin de se lancer à l'international, en Italie, en Espagne, en Angleterre, peu importe, qui vont installer donc un système multilingue. Et les systèmes multilingues, si vous ne savez pas les paramétrer, vous risquez de faire des erreurs assez grossières et assez néfastes, et notamment celle-ci, qui m'horripile parce qu'elle arrive beaucoup trop fréquemment, c'est le client qui se dit moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rediriger tout le monde selon leur géolocalisation. Alors, sur le principe, on pourrait dire que c'est une très bonne idée, mais le problème, c'est que Google, lui, il est aux États-Unis. Donc, ça veut dire que chaque fois que Google va arriver sur votre site, vous le redirigez uniquement vers la version anglaise. Donc, votre version française, italienne, espagnole, allemande n'existe plus pour le moteur de recherche et vous ne pouvez plus correctement la référencer. Ça, c'est vraiment l'erreur la plus courante qu'on peut avoir sur le multilingue. Alors, je pourrais faire une conférence entière que là-dessus. Il y a quand même quelques point très important, on ne redirige jamais selon la langue. Bien entendu, le site final, on essaie de s'adapter à la culture du pays concerné, de ne pas juste traduire. Et ensuite, on choisit les bonnes extensions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire du multilingue de manière efficace sur WordPress, je vous conseille Polylang, qui en plus est une solution française qui marche très bien, qui, elle, va traduire vos contenus. Je veux traduire mes pages, mes articles, mes catégories. Et vous aurez Locotranslate, qui, elle, va traduire votre thème et vos extensions.
Quand par exemple une extension, on rajoute un petit bout de texte anglais par-ci par-là, c'est avec ces 2 extensions que vous pourrez faire quelque chose de propre. Donc ça arrive malheureusement assez souvent. Alors l'erreur numéro 4 sur WordPress, alors celle-ci elle est beaucoup plus basique, on revient au b.a.-ba du référencement naturel, c'est le choix du mot-clé. Il y a le bon mot-clé et il y a le mauvais mot-clé. Et si je dis ça, c'est que, alors, en tant que référenceur, ceux d'entre vous qui font du référencement depuis longtemps, ça nous paraît assez simple de choisir un mot-clé. Pourtant, nous, quand on regarde comment les gens utilisent leur extension SEO, par exemple, nous, quand on regarde comment ils utilisent notre extension SEO Key, on regarde le mot-clé qu'ils ciblent quand ils rédigent un contenu. Et on avait par exemple un client qui faisait des cours de tango. Il avait une page pour présenter ses cours de tango débutants. Et le mot-clé qui a été ciblé sur cette page, c'est débutant. Donc autant vous dire que s'il essaie d'optimiser la page que sur le terme débutant, ça va être assez compliqué. Et donc là, sur cet aspect-là, ce n'est pas un aspect technique, c'est vraiment un aspect de pédagogie, de dire à l'ensemble des rédacteurs qui vont agir sur les différents contenus, au service marketing, communication, comment est-ce qu'on choisit un mot-clé? Comment est-ce qu'on cible un mot-clé, tout simplement? Donc ça va être, c'est du b.a.-ba, une expression qui est compréhensible. Dans le cas de figure de mon client, ce n'est pas débutant, mais ça va être cours de tango débutant ou des variantes proches de ce terme-là. On essaie aussi de faire en sorte de se dire, tiens, en fait, sur un même mot-clé, j'ai plusieurs formulations. Il a pu taper cours de tango débutant, mais il a pu aussi taper comment apprendre le tango. Donc des variations du même mot-clé. Donc tout ça, je dois le prendre en compte, moi, quand je vais réfléchir aux expressions que je vais cibler. Et bien sûr, quand on a une expression, un mot-clé, on va essayer de comprendre toutes les intentions de recherche, de se dire quand l'internaute tape cette recherche dans le moteur, quels sont ses besoins et comment moi je vais pouvoir y répondre sur mon WordPress. Et c'est ça le plus important, c'est après moi, est-ce que dans WordPress, je suis capable de répondre correctement à ce besoin. Ce qui m'amène à l'erreur numéro 5, qui elle aussi est très basique. Vous allez voir, c'est après que ça se complique. Mais celle-ci, c'est le mauvais contenu. Et ça, c'est l'exemple d'un client qui présente un stand sur lequel il va être présent à un salon professionnel. La capture d'écran que vous voyez, c'est l'intégralité du contenu de la page. Je n'ai pas un mot de plus. Et le problème de ce genre de contenu, c'est que moi, déjà juste internaute, ça ne me donne pas beaucoup d'informations sur ce que je vais trouver là-bas. Et le moteur de recherche, ça va être extrêmement compliqué de positionner cette page-là sur le mot-clé lié au salon. Pourtant, ici, ça aurait été hyper simple. Vous voyez ici, j'ai un stand qui va se dérouler au salon qui s'appelle Dimdex 2024. Ok, Dimdex 2024, est-ce qu'il y a une billetterie? Quels sont les horaires? Comment je peux y accéder? Est-ce que je peux me garer? Quels sont les autres stands? Sur ce stand-là, est-ce qu'il y a des animations? Enfin, c'est très facile d'avoir un contenu de qualité. Et le problème de WordPress, c'est comme on peut publier très facilement, on oublie tous ces aspects-là. Ça va être de rédiger toujours pour l'utilisateur. Nous, par expérience, les meilleurs contenus, ceux qui se positionnent le mieux, c'est ceux qui ont été avant tout rédigés pour l'utilisateur plutôt que pour le moteur de recherche. Et donc de se mettre à la place de l'internaute et répondre à l'ensemble de ses intentions de recherche. De bien entendu essayer de s'inspirer de la concurrence, puisque peut-être que votre concurrent il a abordé un sujet que vous n'avez pas abordé, que vous allez pouvoir étoffer votre contenu. Vous pouvez aussi faire l'inverse. Je vais faire complètement différemment de mes concurrents parce que je vais pouvoir me démarquer, me différencier, faire de l'inbound marketing, etc. Et bien entendu, analyser la SERP. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, si on rédige un contenu sur WordPress, sur une expression qu'on a ciblée, on va regarder ce qu'affiche Google. L'exemple que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Imaginons que vous soyez un avocat dans le droit numérique, donc vous vendez des prestations de rédaction de mention légale, etc. Et donc l'expression mention légale vous intéresse. En fait, l'affichage de la SERP vous donne énormément d'informations. Vous allez voir les questions qui sont posées, vous allez voir ici une position 0 dans laquelle il y a déjà une réponse de données. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est les espèces de filtres que vous avez juste en dessous de votre recherche. Là où il y a marqué exemple, générateur, Shopify, obligatoire, association, définition, ça vous donne énormément d'idées pour soit étoffer votre contenu actuel, soit pour carrément créer un nouveau contenu spécifique. Par exemple, quelles sont les mentions légales pour une association? Est-ce qu'il y a des mentions légales qui sont différentes, qui sont identiques? Plein de questions que vous allez vous poser. Et donc ça, vous, après, dans WordPress, l'idée, c'est de rédiger le meilleur contenu par rapport à l'analyse que vous avez fait de la page de résultats de Google. Bon, ça, vous allez me dire, il est gentil, Daniel, mais ce n'est pas spécifique à WordPress. Donc on va revenir quand même au CMS et à des erreurs extrêmement basiques. Alors, je vais vous parler de celle qui me fait le plus rire, c'est les étiquettes. Alors les étiquettes, juste pour rappel, quand vous allez rédiger un article, vous pouvez associer ce qu'on appelle avant des tags, donc qui ont été traduits maintenant en étiquettes sur votre contenu. Et en fait, à chaque fois que vous allez ajouter une étiquette,
ça va créer une nouvelle page. J'ajoute 10 étiquettes, j'ai créé 10 nouvelles pages dans mon WordPress. Ce qui fait que quand on analyse la structure du site, ça nous donne ceci, une magnifique structure de site dans laquelle j'ai des liens partout. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de visualisation, chaque rond est une page du site. Et la plupart des ronds que vous voyez à l'écran sont des étiquettes. Parce qu'on a un client qui adore ça, il en a mis partout. Et le problème, ça veut dire que tout est mélangé en termes de structure. Ça va être extrêmement compliqué pour le moteur de recherche. Et ça va aussi être compliqué pour l'internaute de naviguer correctement dans votre site, de retrouver où est-ce qu'il va trouver tel ou tel contenu. Donc, le conseil que je peux vous donner, alors juste petit aparté, je partagerai mes slides pour faire des copier-coller des petits bouts de code, pas besoin de les prendre en photo forcément, mais ce sera plus simple, c'est de d'abord nettoyer les étiquettes dans l'extension SEO que vous utilisez. Donc, ça peut être dans SEOKey, ça peut être dans Yoast, dans RankMath, SEOPress, peu importe. Mais dans toutes ces extensions, vous allez pouvoir dire « je ne veux pas afficher ce type de contenu ». Donc, typiquement, c'est le réflexe qu'on va avoir en premier. Le problème de ça, c'est que les étiquettes vont rester dans l'interface d'administration, ça va rester dans votre base de données, ça va pourrir votre site WordPress. Donc le mieux, c'est de les supprimer. Et dans WordPress, vous avez un concept qu'on appelle les hooks, pour ceux qui ne connaissent pas. Et avec les hooks, en fait, vous pouvez intercepter le comportement de WordPress. Les 5 lignes de code qui sont ici, c'est ce qu'on appelle un hook. En gros, juste ici, on se greffe sur un hook qui s'appelle init. Et avec juste quelques lignes de code, je dis les mots-clés, les étiquettes de WordPress disparaissent. Et votre site WordPress, quand vous allez le relancer, le recharger, il n'y aura plus aucun mot-clé, plus aucune page d'étiquette qui apparaîtra. Pensez bien, par contre, cependant, à les rediriger pour éviter d'avoir des pages d'erreur si Google connaissait déjà vos pages d'étiquette. Et donc, si vous créez par contre un nouveau site WordPress, vous copiez ce petit bout de code dans votre thème ou une extension et les étiquettes disparaissent. Donc ça, c'est une petite erreur qui nous fait rire. L'erreur suivante, et celle-ci c'est la plus compliquée, la plus abstraite, c'est que sûrement certains d'entre vous ont la fâcheuse tendance d'utiliser WordPress tel qu'il est, installé. Vous avez dans WordPress ce qu'on appelle les taxonomies et les post-types. C'est le comportement natif de WordPress et le mieux c'est que je vous montre un peu de quoi il s'agit. Si aujourd'hui j'installe un WordPress, je peux créer des catégories qui vont contenir des articles, je peux créer des étiquettes qui contiennent des articles et je peux créer des pages. Si j'installe une autre extension, donc là je prends un exemple où j'installe un système e-commerce, par exemple vous installez WooCommerce, qui est sans doute l'extension e-commerce la plus connue sur WordPress, vous allez avoir aussi des catégories de produits qui vont contenir des produits. Tout ça, ça a un nom. Les catégories, les étiquettes et les catégories de produits, c'est ce qu'on appelle des taxonomies. C'est des façons de classer des éléments, de classer des contenus, de les ranger sur votre site. Puis vous avez en dessous ce qu'on appelle les post-types, les types de contenus. Les articles et les pages, c'est des types de contenus sur WordPress. Et si j'installe WooCommerce, les produits, ça va aussi être un type de contenu. Et l'énorme problème que vous allez tous avoir, c'est que si vous utilisez les post-types et les taxonomies telles qu'elles sont présentées dans votre WordPress, vous allez avoir une structure qui va ressembler à ça. Pour une simple et bonne raison, c'est que normalement, quand vous faites du référencement naturel, le but du jeu, c'est de cibler des expressions principales que vous allez ranger correctement dans votre site. Imaginons, je fais un site qui vend des tablettes de chocolat. Je vais avoir une section qui va s'appeler tablettes de chocolat dans laquelle je vais présenter l'ensemble de mes contenus liés à cette thématique. Si je choisis correctement mes taxonomies et mes post-types, ça va vous aider à ranger correctement votre site. Je vous prends l'exemple le plus simple, juste la taxonomie des catégories. Si je publie un article, ici vous avez le dernier article qu'on a publié sur le site de l'agence, mon article sur l'étude de cas de la migration ratée de Woo est correctement rangé dans la taxonomie des catégories, donc dans la catégorie référencement naturel. Ce qu'on retrouve dans le chemin de navigation, ce qu'on retrouve également dans le menu. Donc l'internaute, il va retrouver où est-ce qu'il est, etc. C'est ça le but du jeu, de bien choisir les taxonomies et les post-types. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les taxonomies, c'est une façon de classer les choses et on peut modifier le comportement des taxonomies. Et d'ailleurs, vous devez, si vous voulez faire bien du référencement naturel, vous devez en modifier le comportement. Et notamment, vous devez faire en sorte que les taxonomies, donc là en l'occurrence dans cet exemple les catégories, elles aient du contenu unique, qu'elles aient du contenu pertinent. Puisque dans votre structure de site, c'est vos pages principales. Ici, vous voyez sur ce site-là, la catégorie WordPress et la catégorie référencement naturel sont les deux sections principales du site. Donc moi, j'ai besoin que sur cette page-là, sur cette URL-là, j'ai du contenu unique. Et en modifiant avec un peu de code,
ici, vous avez l'exemple de la catégorie WordPress, qui ne ressemble pas à une catégorie. C'est une section dans laquelle nous, on a pu mettre du contenu unique, pertinent, qu'on a rédigé sur mesure. Qu'on a d'ailleurs aussi automatisé aussi au passage pour les chiffres. Mais ça, c'est le but du jeu. Si demain, vous ouvrez votre WordPress, vous ouvrez une catégorie, vous verrez que votre catégorie de WordPress, c'est un simple listing d'articles. Et donc, vos taxonomies, vous devez modifier leur affichage, mais vous devez aussi modifier leur comportement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pages et les articles ont un certain comportement sur votre WordPress. Les extensions vont rajouter d'autres taxonomies et d'autres post-types, mais c'est à vous de changer un peu tout ce que vous voulez. Je vous donne un exemple de ce qu'il est possible de faire, je ne vous dis pas de faire ça. Mais par exemple, si j'ai un site e-commerce, moi je modifierais le comportement de mes taxonomies et de mes post-types. Je dirais d'abord, moi mes pages, je veux aussi les associer à une catégorie. Comme ça, dans une catégorie, j'ai des articles et des pages. Et puis de la même façon, je vais dire, en fait, dans ma catégorie de produits, je veux des produits, mais je veux aussi des articles. Ce que ça vous permet de faire, c'est très simple, c'est de dire, vous partez de votre thématique, j'ai ma catégorie de produits tablettes de chocolat, dans lequel j'ai tous mes produits tablettes de chocolat, mais je vais aussi avoir mes articles qui parlent des tablettes de chocolat. Ce qui fait qu'en termes de thématique, dans une seule et même section, j'ai l'ensemble des contenus qui parlent de ce terme, de cette expression principale. J'ai donc créé un silo parfaitement optimisé. Et pour faire ça, soit vous installez une extension, soit vous avez des magnifiques bouts de code, comme celui-ci. Et dans cet exemple-là, je ne vous dis pas de le copier-coller, là, dans cet exemple, je dis juste, moi, en fait, j'aimerais bien pouvoir associer des étiquettes et des catégories aux pages. Et juste avec ces quelques lignes de code, ce sera géré de manière automatique. C'est-à-dire que quand je vais rédiger ma page, je vais pouvoir sélectionner des catégories. Et dans ma page de catégorie, mes pages vont s'afficher exactement comme le feraient mes articles de manière traditionnelle. Et tout ça, c'est natif dans WordPress. Les sites WordPress qui ne se référencent mal, surtout dans des thématiques qui sont un petit peu complexes, c'est ceux qui utilisent le CMS tel qu'il est fourni, alors qu'en fait, vous devez aller modifier le comportement. Et il y a quelques petites règles quand même à suivre sur les taxonomies et les post-types. La première, c'est de dire que dans une taxonomie, vous devez choisir ce qu'on appelle une taxonomie principale. C'est ça qui va s'afficher dans votre chemin de navigation. Vous pouvez dire, moi sur mon site, dans le chemin de navigation, je pars des catégories pour ranger l'ensemble de mes contenus. Ou les catégories de produits. En fait, il n'y a pas de bon choix en soi, mais il faut que vous fassiez un choix pour structurer l'ensemble des publications que vous allez faire. La deuxième chose, c'est de choisir une taxonomie, une façon de trier. Dans une taxonomie, c'est une façon de classer les choses, c'est-à-dire qu'on ne va pas mélanger des classements différents. Par exemple, je ne peux pas avoir une catégorie WordPress et une catégorie nouveauté, puisque nouveauté et WordPress sont deux façons de classer des choses de manière différente. Là, il aurait fallu que je crée deux taxonomies différentes, une taxonomie par thématique et une taxonomie par type. Et puis, bien entendu, comme je le disais, dans ma taxonomie, je vais essayer d'avoir un contenu qui est unique et qui est pertinent. Donc ça, c'est une erreur qui est assez courante, qui est un peu plus complexe à prendre en main. Et on va donc revenir à des erreurs plus basiques. La vitesse et le temps de chargement. Alors celle-ci, ça c'est un de nos clients qui est venu nous voir en disant c'est cool parce que moi j'ai des pics de trafic sur mon site. Donc là c'est un exemple, il faisait 732 visites sur les 5 dernières minutes, il montait à 1000, 1500, 2000 et puis juste après il passait à 0. Quand il passait à 0, c'est que le serveur crachait. Donc, le site plante et il perd 100% de son trafic SEO qui va donc se rediriger vers ses concurrents. Donc là on a une vraie problématique. Ça veut dire aussi que Google, il va arriver sur des pages de serveurs crachés. Donc quand il va crawler indexer, ça va être compliqué. Vous avez aussi des cas moins extrêmes, comme le site d'Usain Bolt, que vous devez connaître, un coureur qui fait le 100 mètres en 9 secondes 58. Le problème, c'est qu'à l'époque, il courait plus vite le 100 mètres que son site ne se mettait à charger entièrement, puisque son site mettait plus de 11 secondes à se charger. Et le temps de chargement, il va impacter le taux de conversion du référencement naturel. Est-ce que j'arrive à convertir mes visiteurs? Et il va aussi impacter le crawl et l'indexation. Si mon site est trop lent, le moteur de recherche va avoir du mal à analyser votre site. Et donc, je vais vous donner quelques conseils très simples. D'abord, et c'est indispensable, vous mettez absolument une extension de cache pour précharger et précalculer tous les contenus de votre site. Et on vous conseille à l'agence d'OLP Rocket. Il va falloir aussi optimiser votre thème et vos extensions manuellement, puisque c'est votre thème qui va gérer l'affichage visuel et vos extensions qui vont rajouter des choses. Donc là, je n'ai pas de règles toutes faites à vous dire. C'est à vous de voir ce qui pose problème dans votre thème. Est-ce qu'il y a trop de polices d'écriture qui ont été ajoutées? Est-ce qu'il y a trop de scripts? Est-ce qu'il y a trop de transitions? C'est que du cas par cas et il faudra soit modifier les options, soit aller corriger dans le code. Ensuite, vous avez le poids des médias.
de faire en sorte que les images soient le moins lourdes possible. Donc là, on vous conseille tout simplement d'installer une extension qui s'appelle Imagify, qui va compresser les images pour vous et on ne se pose plus la question. Vous allez aussi penser à nettoyer la base de données de temps à autre, puisque WordPress a une fâcheuse tendance à faire grossir la base de données énormément. Et notre meilleur cas d'école, c'était un client qui avait une base de données qui faisait 2 Go 8, et juste avec l'extension WP Sweep, on est passé à 100 mégas. Pourtant, c'était les mêmes contenus, les mêmes articles. Et bien entendu, on essaie de choisir un bon hébergement, puisque l'hébergement va aussi impacter le temps de chargement. Tout ça, c'est des choses qui arrivent. Erreur numéro 9, le spider trap. Alors là, c'est de manière générique. Il arrive parfois que votre thème ou une extension va générer des URL un peu à la volée. Et ces URL vont perdre le moteur de recherche. Ça, en général, vous allez le détecter soit dans la Search Console de Google, soit en faisant un crawl avec des logiciels comme Screaming Frog, par exemple, pour ceux qui connaissent. Il y a plein de types de spider trap. Là, je peux vous montrer, par exemple, un exemple de spider trap avec un système, ce qu'on appelle de filtre à facettes. Donc, je filtre des contenus par prix, par ordre, par couleur, par réponse de référenceur, enfin, plein de choses comme ça. Et donc le but du jeu, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est qu'une fois que vous l'avez détecté, trouvez l'origine du bug. Est-ce que c'est mon thème? Est-ce que c'est une extension? Est-ce que c'est une mauvaise manipulation de l'utilisateur? Puis vous corrigez, vous redirigez, et éventuellement, vous pouvez vérifier ce qu'on appelle soit la balise canonique. Est-ce que ces URL comme ça du spider trap ont une balise canonique pour indiquer quelle est la vraie URL? Ou tout simplement rajouter une non-index. En tout cas, il faut faire en sorte que ces URL qui sont connues du moteur de recherche, vous arriviez à les désindexer et les faire disparaître. Ça arrive assez fréquemment. Et l'erreur numéro 10, alors celle-ci, ça arrive régulièrement. Je prends un WordPress, je fais une refonte, je fais une migration. Alors ça peut être une refonte technique, ça peut être une refonte de contenu, une refonte visuelle, un changement de nom de domaine. Et ce que je ne vous souhaite pas, c'est ce type de graphique. Donc, si c'est la migration de WooCommerce vers woo.com il y a quelques mois de ça, et où le trafic est parti en chute libre parce que la migration n'a pas été menée correctement. Et dans les migrations, il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors, on pourrait faire une conférence entière là-dessus. Vous devez penser aux redirections, ça c'est la base. Vous devez aussi penser à garder ce qui marche bien, c'est-à-dire que les contenus qui performaient bien en SEO, je les conserve dans la structure de mon site. Ça, c'est hyper important. Et une chose que les gens ne font pas assez, c'est qu'on vérifie que les anciennes URL ne se baladent pas dans la base de données. Je vous conseille notamment le script qui s'appelle Search and Replace Database. C'est un script qui est fait par l'agence HumanMade et qui est un vrai script qui va modifier dans la base de données de WordPress toutes les anciennes URL pour être sûr d'avoir les nouvelles et pas d'avoir un mélange, etc. Et ça arrive malheureusement hyper fréquemment. Ça, c'est vraiment des choses que vous devez faire attention lors d'une migration. Alors, il y a plein d'autres choses à prendre en compte, bien entendu, mais d'un point de vue technique sur WordPress, c'est des points qui vont être cruciaux. Alors, le problème, c'est que j'ai que 30-35 minutes pour parler, et je crois que c'est déjà pratiquement la fin. Il y aurait plein d'autres types d'erreurs dont j'aurais pu vous parler. Par exemple, ça va être de dire dans votre extension SEO comme Yoast, vous cliquez sur « Je désactive les archives par auteur ». Pourtant, dans votre thème, il y a toujours plein de liens vers les pages par auteur. Et des problématiques comme ça SEO, il y en a plein. Ce que je vous conseille là-dessus, c'est de naviguer manuellement sur votre site régulièrement. Vous prenez une feuille de papier et vous notez tout ce qui vous paraît incohérent, pas complet, pas pertinent, redondant, de manière à pouvoir les corriger. De vérifier aussi avec un crawl. Donc ça peut être par exemple avec Screaming Frog Spider SEO. Vous pouvez aussi voir certaines choses avec l'audit de SEO Key qu'on a développé qui va vous permettre de voir pas mal de choses qui ne vont pas dans votre WordPress. À la rigueur, peu importe, mais l'idée c'est de vérifier régulièrement votre site WordPress, de trouver ce qui ne va pas, de corriger et de recommencer. Et vous allez faire ça en long, large et en travers. Je m'appelle Daniel Roch. Je suis consultant SEO WordPress. J'ai créé l'agence SEOmix et l'extension SEO Key que je vous invite fortement à tester. Et j'espère que cette conférence vous a plu. J'aurais pu en parler pendant longtemps. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Daniel. Est-ce que vous avez des questions? Merci Daniel. Pour la traduction, tu ne conseilles pas WPML, est-ce qu'il y a une raison ou pas? Alors oui, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'à une époque, WPML, quand vous activez ce qu'on appelle le debug de WordPress pour vérifier les erreurs PHP, votre WordPress devenait un sapin de Noël. Donc il y avait beaucoup d'erreurs PHP dans WPML. Et ensuite, c'est que les développeurs WPML, je vais être méchant avec eux, mais ils ne savent pas bien coder sur WordPress. Par expérience, par exemple, nous, on a codé donc l'extension SEO Key dont je vous ai parlé. SEO Key, on est obligé de faire des patchs spécifiques pour que ça marche avec WPML. Ce qu'on n'a pas à faire avec Polylang, avec Wiglot ou avec les autres extensions. Donc, en tout cas, dans la communauté française, on déteste quasiment tous à l'unanimité WPML. Et en plus, il y a Polylang qui est français qui marche bien.
Donc ça marche mieux. Après, si tu as un site qui a déjà WPML et que ça marche, vous gardez comme ça, faut prendre de risques. Mais s'il y a le choix, Polylang sans aucune hésitation. J'ai une question ici. Tu as parlé de Spidertrap, un truc qui m'a fait penser, c'est des choses qui remontent très souvent dans la Search Console, c'est des slash feed pour toutes les pages. Comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu exclus ça? Voilà, comment tu gères ça? Alors le slash feed, juste pour tout le monde, c'est les flux RSS de WordPress. Donc WordPress, il va en créer un principal, un par catégorie, un par article. Donc ça vous fait plein d'URL inutiles. Donc soit avec quelques bouts de code, vous les désactivez, soit vous installez SEO-Key, qui le fait pour vous automatiquement. Alors, en gros, c'est des flux RSS inutiles, effectivement, qui vont perdre le moteur de recherche. Et dans les extensions SEO, certaines le proposent en option. Nous, c'est activé par défaut, mais en tout cas, les extensions SEO, normalement, sont censées pouvoir les désactiver. D'autres questions? Oui, je vais bientôt switcher en fait sur SEO-Key. Très bon choix. Yoast me fatigue. Et juste une petite question, il y a une précaution d'usage quand on fait le passage de l'un à l'autre? Non. Non. En général, alors là, c'est Yoast vers SEO-Key, mais en fait, vous migrez de n'importe quelle extension à une autre. Normalement, il y a des systèmes d'import. Donc normalement, il n'y a jamais de risque. Et au pire, si jamais l'import se passe mal, en fait, les extensions SEO ne suppriment jamais les données de l'autre extension. Donc en fait, on peut re-switcher de toute manière en arrière si jamais il y avait un éventuel problème. Mais normalement, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que là, en l'occurrence de Yoast vers SEO-Key, en installant SEO-Key, il y aura un petit bouton importer et ça va importer toutes les données de Yoast. Okay. D'autres questions? Je ne mords pas. Est-ce que tu as déjà vu le cas de figure du hack avec les caractères japonais ou chinois? C'est un truc qui est apparu beaucoup de fois sur WordPress. Et comment tu l'as traité? Alors, en fait, ça va dépendre. C'est toujours une réponse de référenceur. En gros, quand on est hacké, le but du jeu, c'est de trouver la faille. C'est-à-dire que là, le fait que ce soit des caractères japonais, chinois, etc., ça ne m'indique pas comment le pirate est rentré. Juste pour information, la moitié des piratages sur les sites WordPress, c'est des piratages liés au compte d'utilisateur. Le login et le mot de passe ont été trouvés, ils sont juste rentrés normalement comme un utilisateur lambda. Et l'autre moitié, c'est des failles de sécurité dans les extensions. Et en gros, j'ai deux cas de figure. Soit il a créé de nouvelles pages, et donc quand je vais remettre mon site en ligne, ces pages vont disparaître, vont faire des 404, et là je dois absolument mettre des codes 410, comme je disais tout à l'heure. Soit il a modifié les contenus actuels, et donc là théoriquement, quand Google va repasser dessus, il va automatiquement revoir le vrai contenu. Donc là, le plus important, c'est de trouver la faille, et une fois que je sais comment le pirate est rentré, je remets une sauvegarde qui est propre, et après je nettoie les éventuels URL en plus avec des codes 410. Et deuxième question un peu plus business, désolé, je monopolise le micro. Comment tu te positionnes en termes de business versus un Webflow qui commence à prendre des parts de marché? Est-ce que tu as des gens qui repassent de Webflow à WordPress dans l'autre sens? Alors, il y en a. Après, WordPress, c'est 43% du web mondial. Webflow, on doit être à 1%, même pas, de mémoire. Donc, on a de la marge de manœuvre dessus. En fait, le marché WordPress est énormément grand. Il y aura toujours des gens qui vont choisir un autre CMS. Et alors, même si moi, je vais prêcher pour ma paroisse et je vais vous dire, allez sur WordPress, c'est un très bon CMS, mon meilleur conseil, c'est de trouver un prestataire qui maîtrise son outil. Si j'ai quelqu'un qui sait bien faire du Webflow, je vais avoir un très bon site. Si j'ai quelqu'un qui sait très bien faire du Joomla, du Drupal, du Magento, du PrestaShop, ça marchera. Et WordPress, le problème, c'est que c'est 43% du web mondial. J'ai de très très bons développeurs et de très bonnes agences, et j'en ai des catastrophiques. On a encore un peu de temps pour des questions. Pour la gestion des mots de passe d'utilisateurs, est-ce que tu as une gestion particulière ou pas? Alors, pour les utilisateurs que je vais créer sur le WordPress, alors les règles, moi, c'est simple. C'est je crée un login mot de passe par utilisateur, qu'ils ne partagent pas entre eux. Le login n'est pas devinable, donc c'est pas le nom, c'est pas le prénom, c'est pas le nom de la boîte. Et bien sûr, le mot de passe, c'est au moins 16 caractères, avec des chiffres, des majuscules, minuscules, caractères accentués. Et bien entendu, comme c'est le bordel à retenir, on utilise une solution de gestion de mots de passe. Nous, je sais qu'on utilise LastPass, par exemple, à l'agence. Il y en a plein d'autres qui existent, mais c'est comme ça qu'on le gère. Merci. Oui. Si on a beaucoup d'anciens rédacteurs sur les WordPress que l'on passe en abonné, est-ce que c'est toujours dangereux de se faire hacker par des comptes abonnés ou pas? Alors, ça dépend. En gros, dans WordPress, il y a des failles de sécurité souvent dans les plugins. Donc, l'abonné, c'est une double faille, parce qu'en fait, il peut avoir un login mot de passe qui peut être piraté.
donc il accède au rôle abonné. Le problème, c'est qu'il y a des extensions qui ne font pas attention au rôle utilisateur et des abonnés vont quand même avoir le droit à des fonctionnalités auxquelles normalement ils n'auraient pas dû avoir accès. Et ensuite, c'est qu'il y a des failles de sécurité, il suffit d'être abonné pour l'exploiter. Là, récemment, il y a eu des grosses failles sur WooCommerce, sur Elementor, sur Divi, dans lesquelles des rôles contributeurs ou auteurs pouvaient hacker la base de données et modifier des options en base. Donc dans ces cas-là, si je ne veux plus leur donner d'accès, en fait, je vais les supprimer les comptes et je vais réattribuer leur contenu à un autre compte sur lequel moi j'ai la main. Et comme ça, j'évite d'avoir des accès qui se baladent. Ouais, c'est ce que je voulais entendre. Ouais. Merci. Bonjour. Dans les page builders, tu recommandes lequel? Aucun. Aucun. Je vais être méchant. Le meilleur, enfin le moins pire, je vais dire comme ça, Elementor. Éventuellement Beaver Builder. Divi, vous oubliez tout de suite. WP Bakery aussi. Visual Composer, on oublie. Et en fait, moi, le meilleur page builder, c'est Gutenberg. Gutenberg en natif. C'est vrai que je n'ai pas parlé, il y a ce qu'on appelle le full site editing. C'est-à-dire que maintenant, sur les thèmes WordPress récents, je peux modifier le header, la sidebar et le footer avec des blocs Gutenberg. Sans passer par un développeur. En fait, tout n'est que bloc. Et donc, vous êtes capable de créer des contenus sur mesure en fonction de vos besoins. Et comme c'est natif, c'est beaucoup plus performant. Les page builders, c'est très consommateur de ressources. C'est-à-dire qu'Elementor, ça va vous augmenter en back-office 1 à 2 secondes le temps de chargement quasiment. Et puis ça veut dire réapprendre un autre builder, etc. Donc en général, je déconseille. Et c'est d'un point de vue sécurité que tu dis les page builders aussi En fait, c'est que dès que vous ajoutez une extension, alors je ne dis pas que les page builders sont des failles de sécurité, mais plus j'ai d'extensions, plus j'ai de failles potentielles de sécurité. Une dernière question? Non? Bon. J'espère que ça vous a plu. Merci Daniel. Avec plaisir.